Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. 10 secondes, la destruction de la centrale thermique EDF de Champagne-sur-Oise ce dimanche aura duré 10 petites secondes, une opération de dynamitage spectaculaire que je vous propose de voir ou de revoir dans un instant. Les JO paralympiques se dérouleront au mois de septembre à Rio et un Valdoisien de 43 ans doit participer aux épreuves d'escrime, son portrait dans ce journal. Et puis nous terminerons par le concert, événement de ce week-end à Enghien, celui de Sean Paul sur le lac au cours du Barrière Jazz Enghien Festival. Images et interviews en fin de journal. Il aura fallu une poignée de secondes pour démolir un bâtiment de 53 mètres de haut et 125 mètres de long. La centrale thermique EDF de Champagne-sur-Oise, à l'arrêt depuis 2005, a été dynamitée ce dimanche à 13h. C'est la technique du semi-foudroyage qui a été utilisée. 300 kg d'explosifs placés à la base pour faire effondrer le bâtiment sur lui-même. Une opération très spectaculaire effectuée devant plusieurs centaines de spectateurs massés à Mours, Champagne-sur-Oise ou encore Persan, des images tournées par Florian Philippe. Le bac maintenant, le bac c'est terminé. Après les épreuves de rattrapage, on connaît les chiffres complets de réussite du baccalauréat 2016 dans l'Académie de Versailles. 87,3% des candidats ont été reçus dans les 3 départements. C'est légèrement mieux qu'en 2015 avec une hausse de 0,5% de bacheliers supplémentaires. Dans le Val d'Oise, par contre, c'est un petit peu moins bien que dans le reste de l'Académie avec 86,3% de réussite dans la série générale. Un mot de sport maintenant avec le soutien du conseil départemental aux sportifs de haut niveau. La collectivité a alloué 1 243 000 € à 29 clubs du département pour la saison prochaine. C'est le cas par exemple du Saint-Gratien-Sannois Handball qui touchera 150 000 € grâce à son accession à la Pro D2. Le sport valdoisien se porte bien puisque 17 athlètes du département vont partir dans quelques jours au JO de Rio. Je vous propose d'écouter à ce sujet Marie-Yveline Christin, la vice-présidente en charge du sport, au micro d'Olivier Zanetta et de Florian Philippe. À l'heure actuelle, on en a 17 de sûrs, dont 6 qui vont représenter leur pays. Par exemple, dans le tennis de table, on a Marcos Freitas qui va représenter le Portugal et Christian Carlsson la Suède. Et nous avons aussi, dans ces 17, 4 qui vont aux Jeux paralympiques et qui ont des bonnes chances de médailles. Donc oui, on va les suivre. Et puis tous les jours, la liste bouge un petit peu parce que malheureusement, elle n'est pas encore définitive. Donc on espère que ça va augmenter encore. On est un des très bons départements en nombre d'athlètes qui vont à Rio. Donc on va vivre ça de façon aussi passionnée que ce qui se passe actuellement pour l'Euro. Et puis l'un de ces athlètes sélectionné au JO de Rio, c'est Marc-André Crater. Cet escrimeur handisport de 43 ans vit à Arnouville dans le Val d'Oise et s'entraîne parfois à Beaumont-sur-Oise avec les valides. Paraplégique après avoir reçu un coup de machette à 22 ans, il possède un des plus beaux palmarès de l'équipe de France handisport. Il ne lui manque plus qu'un titre, celui de champion olympique. Florian Philippe l'a rencontré. Il s'apprête à relever le plus grand défi de sa carrière, décrocher le dernier trophée qui lui manque à son palmarès, la médaille d'or des Jeux paralympiques. Marc-André Crater, dit Marcus, va se rendre à Rio en septembre prochain pour conquérir ce titre. La discipline de cet Arnouvillois, le sabre en escrime. Mon objectif pour 2016, c'est de faire la médaille d'or parce que, comme je le disais tout à l'heure, je fais 2 médailles en chocolat à Pékin, une médaille d'argent à Londres. Et moi, j'estime que déjà, l'argent, ça ne va pas trop avec ma peau, donc il faut que je fasse de l'or. Et je pense qu'en passant par le chocolat et l'argent, il ne manque plus que le Graal, quoi. Donc je fais tout pour gagner la médaille d'or. Mon objectif, c'est la médaille d'or ou rien, quoi. Marcus est un miraculé. À 22 ans, il tente de séparer 2 amis qui s'affrontent sur son île natale, la Martinique. Le jeune homme prend un coup de machette dans le dos et perd l'usage de ses jambes. Soigné dans la métropole, il joue au basket avant de finalement choisir l'escrime. J'ai été à l'Institut national des invalides où j'ai rencontré un maître d'armes qui m'a poussé vers l'escrime, qui m'a demandé est-ce que je ne vais pas essayer.
J'avoue qu'au départ, pour moi, l'escrime, c'était fait pour les filles à faire du tricot. Je ne trouvais pas ça physique. Et au bout de 5 mois qu'il m'a pris la tête pour essayer, j'ai fini par essayer. Et j'ai trouvé ça beaucoup plus physique que ça avait l'air. Donc je me suis lancé là-dedans parce que je trouvais ça physique. Un choix payant, le Martiniquais finit numéro 1 mondial dès sa première saison en 2006. Son maître d'armes, Pascal Godet, avait rapidement décelé des capacités hors normes. Les forces de Marcus, c'est tout d'abord, c'est une force naturelle, hein, c'est son physique, c'est son gabarit. Il a des bras, il a plus de 2 mètres d'envergure. Donc quand on connaît un peu l'escrime en e-sport, on sait que les fauteuils sont fixes et que la seule action de pouvoir toucher se font par l'action des bras avec celle du tronc. Donc c'est quand même un sacré avantage. Son autre force, c'est sa qualité technique et sa qualité d'analyse. C'est quelqu'un qui est capable d'analyser très rapidement le jeu de l'adversaire et de pouvoir mettre en place la stratégie pour pouvoir contrer son adversaire. À 43 ans, le Valdoisien peut compter sur un soutien local important. Il lui faut en effet près de 40 000 € pour participer à la compétition. Une partie de la somme a été récoltée par Émilie Van de Kix, sa marraine. La conseillère départementale déléguée au handicap a mis son réseau en action pour trouver des sponsors, après avoir eu le coup de cœur pour Marcus lors d'une opération de promotion du handisport. Il y a quelques semaines, j'ai rencontré Marcus Crater au stand d'escrime et je l'ai vu enseigner, transmettre aux enfants, transmettre aux valides et aux non-valides. Et là, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour l'homme et ses valeurs. Et donc, j'ai attendu bien sûr qu'il finisse son atelier à l'heure du déjeuner pour discuter avec lui. Et voilà, et donc j'ai eu vraiment un coup de cœur pour l'homme et ses valeurs et je me suis dit il fallait que je fasse quelque chose. Je pense qu'au fond de moi, je partage les mêmes valeurs que lui. Aider les autres, c'est une priorité pour moi et c'est ce que je fais actuellement sur le Val d'Oise pour aider les personnes handicapées. Des dizaines de sponsors ont répondu présents, comme la ville d'Anguin ou l'assurance maladie du Val d'Oise. Il reste désormais quelques semaines avant d'entamer la compétition. Marcus aura alors au bout de son sabre les 11 et 12 septembre prochains. Allez, retour maintenant sur un des événements du week-end, le concert gratuit de Sean Paul à Anguin, qui a fait le plein de spectateurs ce week-end. 15 000 personnes se sont massées sur la jetée du lac. L'artiste jamaïcain se produisait sur une scène flottante. Un concert organisé dans le cadre du Barrière Jazz Anguin Festival qui se poursuit jusqu'à mercredi. Alors je vous propose d'écouter Sean Paul qui a particulièrement apprécié, vous allez le voir, son passage à Anguin, et on écoute ensuite un extrait de son concert. I love France. It's always been a good crowd here for me. Today, I was thinking, oh, there's a football match, a big football match. Nobody's coming to the show. The show was very full. Everybody enjoyed it. So that's a beautiful thing to me. France always treats me good, and so that's why I always come back. Thank you very much. I love you. Voilà, Sean Paul. Le Barrière Jazz Anguin Festival continue jusqu'à ce mercredi avec tous les soirs des chanteurs et des musiciens de renom qui vont se succéder dans le parc du Casino et son théâtre. Concert à la fois gratuit et payant, et ce lundi soir, vous attendent en concert payant les Pink Martini et en concert gratuit Michel Hendrix. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Il aura fallu une poignée de secondes pour démolir la centrale thermique EDF de Champagne-sur-Oise, à l'arrêt depuis 2005, qui a été dynamitée ce dimanche à 13h. C'est la technique du semi-foudroyage qui a été utilisée, 300 kg d'explosifs placés à la base pour faire effondrer le bâtiment sur lui-même. Voilà, merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site veonews.fr. À très bientôt. Autre chose, enlever aux pales, et stock en abîme. Estoc, eau de chausse, les termes techniques n'ont plus de secret pour Jean-Louis Bouglet. Maître d'armes, il est expert en escrime artistique et de spectacle. Ici, pas de casque ni de protection particulière, les pratiquants n'en ont pas besoin. En escrime artistique, il n'y a pas d'adversaire, mais des partenaires.
Aucun coup n'est donné au hasard, tout est répété, chorégraphié pendant des heures. On n'improvise pas. On ne peut pas, hein, parce qu'il n'y a pas de protection. Donc là, il faut absolument régler. Comme ils ont les techniques de base, maintenant ils en sont à faire des enchaînements. Et moi, je corrige les enchaînements où je mets en valeur certains effets. Là, oui. Là, il faut que tout monte. On va amplifier les mouvements, utiliser le mouvement dans l'espace pour que ça rende le combat visuel. Mélange d'art et de sport, l'escrime artistique utilise différentes armes en fonction de l'époque choisie. Sabre, rapière, dague, fleuret, chaque arme nécessite un maniement et une chorégraphie particulière. Les armes utilisées ne sont pas des jouets, ce sont de vraies lames en acier. Les armes sont en acier, elles ne sont pas toujours mouchetées, elles ne sont pas tranchantes, ça c'est clair, on n'a pas d'arme tranchante, ça c'est interdit. Par contre, c'est de l'acier et si malheureusement il n'y a pas la bonne esquive ou la bonne parade, ça peut faire mal. Mais on fait tout pour que ça ne fasse pas mal. C'est pour ça qu'on ne peut pas improviser. Pas besoin d'être escrimeur pour démarrer l'escrime artistique. Alizée ne l'était pas, elle la pratique maintenant depuis 5 ans. Ce combat, elle le répète avec son frère, venu lui de l'escrime sportive. Une chorégraphie destinée avant tout à être présentée devant un public, la véritable finalité pour la plupart de ces escrimeurs. J'étais pas très sportive à la base et mon frère faisait de l'escrime, il y a de l'escrime de spectacle depuis un moment. Et ça me plaisait, le côté costume, le côté princesse, combattant, etc. C'est quelque chose qui me plaisait énormément. Le but c'est du spectacle, c'est de faire plaisir, c'est de voir les gamins qui nous crient « Vas-y, tue-le !» Enfin, un spectacle, c'est ça qui est très plaisant. Finalement, il n'y a pas du tout de côté compétition que moi j'aime pas du tout à la base. Même si on fait 2-3 compètes, des championnats, un championnat d'escrime artistique du coup, mais au final c'est jamais qu'une présentation de numéros. Donc après si on est satisfait de soi-même, c'est jamais qu'un combat avec nos propres performances, quoi. Enfin pour moi. En France, on estime à 3000 le nombre de licenciés en escrime artistique. Un chiffre qui intéresse de plus en plus la Fédération française d'escrime. Autrefois réservée à quelques privilégiés, cette discipline s'ouvre désormais au grand public. Zorro, D'Artagnan et Dark Vador peuvent dormir en paix, la relève est assurée. C'est une invention digne d'un film de science-fiction, un cyborg végétal baptisé Biome. Développé par la start-up Still Human basée à Neuville, il s'agit d'une plante connectée. Son socle au design épuré est bardé de capteurs et permet à la plante de communiquer ses besoins via une application mobile ou directement via sa diode. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des capteurs qui vont savoir chaque besoin de la plante et pouvoir nous les traduire via un code couleur lumineux qui va changer de couleur en fonction du besoin. Le bleu pour l'humidité, rouge pour la température, vert pour la richesse de la terre et jaune pour la lumière. Même un enfant pourra comprendre quel est le besoin de la plante juste en fonction de la couleur qui va changer sur le pot. Parfait pour ceux qui n'ont pas la main verte. Mais comme si cela ne suffisait pas, Still Human tente d'aller plus loin dans le concept avec une version 2.0, Gaia. Plus évolué et doté de roues, ce robot végétal est parfaitement autonome. Ces 2 grandes roues vont permettre au pot d'aller par exemple vers la lumière, d'aller vers la fenêtre. Si jamais il pleut dehors, comme il est lié à la météo, il va pouvoir savoir qu'il pleut, il va nous demander d'ouvrir la fenêtre et le robot va pouvoir aller dehors pour prendre la pluie et pouvoir alimenter la plante via les ressources naturelles. C'est vraiment un dispositif qui va permettre de rendre les plantes vivantes, elles sont déjà vivantes, mais les rendre vraiment au stade d'individus à part entière. On va pouvoir leur donner un nom, pouvoir interagir avec et aller au-delà de la simple plante meuble, de la plante qu'on oublie dans son coin et qu'on ne va pas forcément arroser ou toutes ces choses-là. Dans un premier temps, Gaia sera réservé aux entreprises et institutions en attendant une version grand public. Biome, quant à lui, sera disponible pour une 50aine d'euros dans les jardineries et certaines grandes enseignes au printemps 2017.